Nous sommes à Une tasse de tech, édition du 18 novembre 2021. Il est midi pile. Nous offrons le service d'horloge aussi, apparemment, en ce jeudi. Donc, diffusion en direct sur Facebook, mais évidemment, détemporisé. Il faut trouver un terme pour ça. Mais quand vous voulez en rattrapage ou en première écoute le restant de la semaine, c'est, mine de rien, le 11e épisode de cette 6e saison automnale d'Une tasse de tech. Pascal Forget, bonjour! Bonjour Alain McKenna, content de te voir. C'est un épisode bonus. Ouais, il en reste un autre d'ici Noël. D'ailleurs, on a pris une pause de 2 semaines parce que justement, on est trop productif, Pascal. Pierre Fitzgibbon serait content, fier de nous. On avait d'autres activités. On a eu des pépins techniques, il faut l'avouer. Donc, on a un beau retour d'émission aujourd'hui. Mhm. Je suis content de te voir. On parlait tantôt du CES qui s'en vient. J'ai hâte qu'on s'y retrouve. Ben oui, tu considères maintenant d'y aller, c'est intéressant si on peut faire ça en Tout à direct de fait. là-bas. Je considérais sérieusement d'y aller. C'est juste que j'ai voulu réserver mes billets, puis en raison du taux de change qui a changé, ça me coûte 100 de plus que si j'avais réservé dimanche. Oh, Je suis donc j'ai un peu fait ah! En me disant que ça va peut-être rebaisser. Je touche du bois si ça peut baisser. Est-ce qu'on glisse un mot sur notre délicieux partenaire de café, vas-y. le café Jura, notre machine à café automatique, la Jura E8 qui est entièrement automatique, donc ça transforme du café en grains en délicieuse boisson de votre choix caféiné, parce qu'on peut faire des cafés au lait, on peut faire des cappuccinos, on peut doser la quantité de café, d'eau et de lait. Le nettoyage est super facile avec un nettoyeur aux enzymes. Je trouve ça vraiment génial. Il n'y a pas de goût qui se développe quand on nettoie pas bien la machine. C'est fait automatiquement. Et il y a même une petite chute pour le café moulu. Donc, si on veut se faire un café spécialisé ou un café déca de l'après-midi, on peut mettre du café moulu dans la petite chute. Donc, merci à Jura et leur distributeur Oui, monsieur. Edica Montréal. à On remercie Montréal. aussi notre Merci. commanditaire Plus Techno, le Santec, l'accélérateur technologique affilié en fait à l'ETS à Montréal, le Santec qui est la créma. J'ai dû la faire déjà ça dans le passé, la créma vraiment de l'accélération, de la création de start-up au Québec. Et nos autres commanditaires qu'on remercie, GoDaddy et TELUS, qui sont avec nous depuis un bon bout de temps et qui nous permettent de faire cette balado de façon tout à fait indépendante et libre de soucis, n'est-ce pas, et De manger heureux. d'influence, si je peux me permettre le mot. Oui. Oui, parce que c'est un mot. Écoute, on était absent pendant quoi, 2 semaines, 3 semaines? Il s'est passé plein de choses dans le passé plus ancien, mais aussi plus récent. Écoute, cette semaine, une grosse nouvelle dans le jeu vidéo, 2 nouveaux studios. Je l'ai googlé parce que je l'oublie tout le temps. Le studio, l'éditeur chinois MiHoYo va venir à Montréal s'installer au fil des prochains mois. Et plus connu, on s'entend, Ubisoft aussi a annoncé qu'elle allait ouvrir un nouveau studio. Ça continue à jouer fort dans le jeu vidéo au Québec. C'est intéressant à voir. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on continue à parler de création de jobs malgré la pénurie. Ça, c'est un sujet qui va susciter beaucoup de débats et de controverses parce qu'il y a bien des gens qui sont un petit peu essoufflés par l'aide gouvernementale à la création d'emplois dans le jeu vidéo, qui disent, ben, on n'a pas besoin de ça s'il y a une pénurie, mais il y a quand même d'autres gens qui vont dire, oui, mais s'il y a des jobs qui sont payants, c'est à cause de ce genre de formule-là. Donc, On veut ça. C'est pas Sherbrooke, le nouveau studio d'Ubisoft? Il me semble que c'est exactement. exactement, puis ça fait beaucoup d'emplois dans la région, puis c'est le fun, parce que normalement, c'est à Montréal. Pour les gens de l'Estrie, pour les gens Ouais. qui sont autour de l'Estrie, ça peut être une belle occasion de Il y a pouvoir travailler. l'Université de Sherbrooke qui formait beaucoup de professionnels qui s'en allaient Ouais. ensuite travailler à l'extérieur des cantons de l'Est. Donc là, ils peuvent rester sur place. Puis honnêtement, Sherbrooke, c'est une belle ville. Oui, tout à fait. C'est là que c'est mon alma mater. Je suis allé Ah à oui, ah bon, l'université ben tu vois, voilà, en en plus. administration. Ben oui, tout à fait. Donc, vous pourriez faire Euh, la poignée de main secrète avec Pascal tout en travaillant chez Oui, Ubisoft. la poignée de main secrète de Sherbrooke. L'autre nouvelle, hier, j'ai animé la soirée de Montréal Inc., Oui, l'incubateur de start-up et tout, et on a oui. déterminé entrepreneur de l'année. Et c'était très drôle parce que j'ai vu en personne, la soirée était en format hybride, plusieurs personnes qui sont déjà venues à l'émission, entre autres Coin Miles, et les gagnants, c'était Galéa. Qui Oui. ont remporté, qu'on a vu dans l'application qui permet d'acheter et de mettre des œuvres d'art dans des endroits publics qu'on trouvait fantastique. C'était vraiment, on trouvait une belle idée. On n'est pas les Et seuls s'ils ont gagné le exactement. prix, Et, effectivement.
Et je peux le dire, c'est très particulier d'animer un événement hybride où il y a beaucoup de gens à la maison, beaucoup de gens en studio. Donc, on ne sait pas, il faut toujours garder le divertissement aux deux côtés. Et Ouais. il y a eu un problème technique. L'Internet a coupé, la diffusion a coupé. Alors, flottement, les gens dans la salle, on ne sait plus trop quoi faire. Là, la connexion revient, on continue. C'était une belle aventure. Puis, je remercie Montréal Inc. de m'avoir laissé animer ça en personne. Ça fait du bien de se sentir vivant, Tu es en train de me entouré dire de qu'on n'est gens. pas les seuls à une tasse de tech à connaître des pépins techniques de temps à autre. Non, non, et pourtant, c'était vraiment une organisation impeccable. Et il y a eu, évidemment, ça arrive même dans les organisations, il y a toujours le petit grain de sable qui fait que quelque chose coince, mais tout était planifié au quart de tour. C'était une très, très belle soirée. Mais on a eu un Bon. petit 5 minutes de flottement en raison d'une coupure bien involontaire d'Internet, ce qui a ajouté, et c'est drôle parce que j'en parlais aux gens après, ça a ajouté un peu de piquant à la soirée. Ça a fait un sentiment de danger. D'accord, on est vraiment Ben dans oui. l'action. J'ai Il y a bien du aimé ça. risque associé à ces choses, effectivement, mais il y a une tolérance aussi. D'ailleurs, on a l'habitude comme on a l'habitude tous d'oublier d'allumer notre micro de temps en temps dans des Zooms. On tolère qu'on oublie ou qu'on ait une défaillance Wi-Fi ici et là, effectivement. Alors, on va tout de suite passer aux actualités. Si tu permets, Pascal, Ben rappeler oui. à tout le monde que les actualités d'une tasse de texte sont présentées par InfoBref, l'infolettre quotidienne qui vous permet d'avoir le condensé de l'actualité en 2 minutes le matin, 1 minute le soir, pas très long dans toute la journée. Allez voir ça, infobref.com. Actualité, je démarre le bal, si tu me permets, avec quelque chose de Ben oui. très montréalais, je devrais dire, mais qui vient quand même des États-Unis. Si vous vous rappelez de la compagnie Boston Dynamics qui fabrique des robots, vous savez de quoi je vais parler. Il y a le robot Spot, le robot chien, qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, là, sur les vidéos YouTube très virales, dans un épisode de Black Mirror, la série apocalyptique, là, techno, truc sur Netflix. Spot est donc débarqué au Québec officiellement il y a quelques jours, quelques semaines, et c'est la compagnie montréalaise OZDA, OCD, je ne sais pas comment tu le prononces, j'ai écrit sur eux, mais je n'ai jamais prononcé, OSEDA, qui va pouvoir en concevoir des applications pour le secteur d'affaires, le secteur manufacturier à partir du robot Spot, qui pourra faire, écoute, de la surveillance à distance, de la détection de présence de gaz nocifs dans l'air, certaines tâches de courrier, de messagerie, j'imagine, automatisées. Les gens qui s'intéressent peuvent aller voir au CDA, mais nous, on va essayer de. Je ne sais pas si on peut l'avoir comme invité à une tasse de texte. Je ne suis pas sûr qu'il est très jasant, Spot. Ben, c'est Mais c'est ça, vrai je que me dis, tu vas avoir le chien ou les représentants de l'entreprise. Je pense que tu ça as peut-être plus de avoir un chances peu avec des les deux. représentants de Tu veux voir le l'entreprise. chien, tu veux parler au représentant de l'entreprise. Il est très bon pour collecter les balles de golf, là, si je comprends bien. Donc, c'est peut-être un truc pour les propriétaires de terrain de golf, allez savoir. Mais on n'a pas. Évidemment, tout est à construire par rapport à ça en ce moment. Ces applications sont à être, c'est à être personnalisé selon les besoins de l'entreprise, mais on risque d'en reparler dans les prochaines semaines. La robotisation prend tout plein de formes, et celle-là, c'est certainement la forme la plus spectaculaire, en tout cas celle qui suscite le plus de réflexion sur ce à quoi ça pourrait ressembler. Ça me rapproche des affaires de science-fiction de plus en plus, il n'y a pas de doute, il y a pas de doute là-dessus. L'épisode de Black Mirror où les robots sont pas fins. On perd le contrôle des robots, ils sont pas fins. Mais pour les Exact. robots, il faut des pièces de rechange. Je fais un lien comme ça. Oh! Oui, monsieur. Transition! Oui, monsieur. Et il y a une nouvelle qui m'a émerveillé. Sérieusement, là, j'étais assis, je suis un peu tombé sur le côté de ma chaise quand j'ai vu ça. Apple annonce que dès l'an prochain, on va offrir des pièces de rechange pour les iPhone 12 et 13 et qu'on s'engage à offrir plus de pièces pour réparer soi-même ces appareils à la maison. Des pièces officielles, donc il va falloir soi-même avoir le doigté nécessaire, lire les instructions, s'assurer qu'on est capable de le faire, de faire les réparations, ce qui n'est pas évident. En ce moment, tu présentes une vidéo, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas évident, mais on voit une vidéo de comment un Oui, téléphone peut démontre. être démonté facilement, mais c'est avec des robots industriels très précis. Il y a des pièces qui sont soudées, il y a des pièces qui sont collées, il y a des pièces qui sont vissées avec différents types de vis, des connecteurs minuscules à bien mettre en place. Mais on va pouvoir s'acheter dès 2022 les pièces de rechange pour son téléphone et faire ses réparations soi-même. On sait qu'on pouvait déjà faire des réparations de iPhone, mais Apple, subtilement ou non, mettait souvent les bâtons dans les roues des réparateurs indépendants qui Ben, juste utilisaient avoir des l'espèce de pièces tournevis, ça serait déjà pas pire, hein, tournevis un peu étrange. Maintenant,
c'est possible de se le procurer facilement, mais c'est un type de tournevis qui était volontairement pas standard pour que les gens rendent ça plus difficile. Les Exact. pièces soudées, les pièces collées avec beaucoup d'adhésifs, qui fait que tu as une chance sur deux de briser ta pièce, c'est pas fait correctement. Donc, je me permets de croire, il y aurait 200 pièces qui vont être offertes, 200 pièces de rechange. Au départ, ça va être qu'aux États-Unis, ça va se déployer dans les autres pays du monde. Là, je me dis, évidemment, est-ce que c'est que, et on touche du bois, on croise les doigts, on rêve, est-ce que c'est juste pour l'image qu'on fait ça et les pièces vont être coûteuses et ça va continuer d'être difficile de réparer son appareil? Ou Apple peut-être va offrir un téléphone qui va être plus réparable, qui va peut-être s'ouvrir avec des vis au lieu de la colle, qui va peut-être être plus fait avec des connecteurs comme le Fairphone en Europe qui est distribué, qui est conçu de A à Z pour être totalement ouvert, qui vient avec un tournevis standard qui permet de l'ouvrir et toutes les pièces peuvent être changées facilement. On pense à la position au connecteur facile. Donc, si Apple s'en va dans cette direction-là, je pense qu'on va avoir un monde meilleur. C'est une liberté contrôlée parce que il faut faire affaire avec les gens du Genius Bar et c'est sûr que c'est l'écran. La plupart des cas, ça va être changer l'écran qui est fissuré. Donc, ça va être tout un casse-tête pour tout le monde. J'ai hâte de voir effectivement les premières réactions quand le public va essayer de réparer son écran d'iPhone soi-même. Ça permet d'être. Ça risque de causer plus de bris qu'autre chose parce que si tu essaies puis tu es maladroit, tu vas briser encore plus. Exact. Et puis là, Apple va peut-être faire des ventes supplémentaires. C'est peut-être ça le plan secret. C'est sûr que l'idée, c'est de faire de l'argent. Parlant de faire de l'argent, ou en tout cas d'en dépenser moins, dépendamment où vous vous situez dans la chaîne, Windows, c'est-à-dire Microsoft a présenté il y a une dizaine de jours Windows 11 SE, qui est une version complètement minimisée, réduite, allégée de Windows 11, qui vise le secteur de l'éducation. Vous savez, quand on achète un ordinateur pour l'école, les parents ne veulent pas trop payer trop cher, ce qui fait que Google et ses Chromebooks ont eu beaucoup de succès. Je dis Google, mais les fabricants de Chromebooks qui utilisaient Chrome OS ont eu beaucoup de succès. L'iPad a aussi sa foule, entre ses adeptes. Et là, grâce à Windows 11 SE, qui est une version qui va être licenciée à un coût très modique par Microsoft, il est possible d'avoir des ordinateurs Windows très peu chers. Et pour le prouver, Microsoft a présenté le Surface Laptop, une partie que je pense, c'est le Surface Laptop SE, tout simplement, qui va se vendre 320 $ canadiens au Canada quand il va être mis en vente dans les prochains mois. Là. Je pensais que c'était le prix américain, 320 $ pour un laptop qui semble bien conçu. C'est 250 $ américains, c'est 320 canadiens, donc ça reste quand même tout à fait abordable pour un ordinateur Windows 11 qui est jusqu'ici qui est à peu près inédit et qui semble quand même assez performant. Là, bon, évidemment, c'est un processeur Celeron, on ne va pas s'énerver avec les détails techniques haut de gamme, mais avec la suite Office en ligne qui a fait beaucoup de percées dans le monde de l'éducation, on s'entend. C'est sûr que ça va aller chercher une audience ou une clientèle de gens qui sont plus familiers avec le système d'exploitation Windows, qui veulent que leur enfant utilise les Microsoft Teams de ce monde et tout ça, sans payer une petite fortune. C'est un bon geste, c'est une bonne stratégie de la part de Microsoft d'avoir fait ça. Ça soulève la question de la proximité entre Microsoft et le système d'éducation, parce que c'est toujours les mêmes 2-3 fournisseurs qui remportent les appels d'offres. Mais ça, c'est un autre genre de question dont on pourra débattre un autre tantôt. Mais un ordinateur laptop Surface à 320 $, ça devrait être une belle offre. J'ai hâte de voir comment Celeron s'en sort. C'est un processeur qui a tendance à s'épuiser rapidement, mais quand même. Des fois, juste comme deuxième ordinateur, un ordinateur d'appoint, un ordinateur qu'on laisse au chalet. Quand on est dans la maison, on est deux, trois enfants, on a 2 ordinateurs, on va en avoir un troisième. Ça peut être une belle option. Et je ne sais pas si tu as remarqué dans la vidéo, on indique, et je trouve ça tellement fascinant de Microsoft, on dirait qu'il fait des petites pointes à Apple en disant facilement réparable avec des outils standards. Voilà. Et c'était écrit dans la vidéo, donc on va pouvoir réparer éventuellement s'il y a des bris avec des outils standards. Donc, si ce n'est pas une pointe à Apple, je ne sais pas ce que c'est. C'est une pointe, c'est sûr, c'est un différenciateur sur des fabricants qui, on le sait, aiment les écosystèmes fermés et les choses propriétaires. Donc, c'est sûr qu'Apple fait partie de la cible dans cette action, ce geste marketing. Je pense qu'on va pouvoir l'essayer d'ici Noël. Je ne suis pas certain que ça va être d'ici Noël, peut-être cet hiver, mais Microsoft va laisser entendre qu'elle allait avoir un lancement pour cet appareil. Donc, ça va être à suivre. Parlant d'un lancement, on avait reçu des gens de Smart Halo à Pascal l'année passée, puis avant la pandémie, puis ils venaient d'atteindre le seuil de 1 million $ sur ce Kickstarter avec leurs produits. Et là, mauvaise nouvelle, ils ferment les portes. Ils ferment plus que les portes, ils ferment tout, en fait.
Ils ferment tout après des mises à pied. La pandémie leur est rentrée dedans. Ça fait mal à tout le monde, mais particulièrement à Smart Halo, qui a complètement arrêté ses opérations. Dans un message sur leur site Kickstarter, on indique qu'on ne livrera pas les 6000 unités qui n'ont pas encore été livrées. On indique qu'on ne répondra plus aux courriels individuels des gens qui ont appuyé le projet. Le Halo 2 était quand même 200 quelques dollars. C'était pas un petit montant. On en a livré 10 000 sur 16 000, donc quand même, le produit a été livré. J'ai pu l'essayer, ça fonctionnait plutôt bien. Sauf qu'en raison de la fermeture des serveurs, parce qu'on n'a même plus assez d'argent pour faire rouler les serveurs, on a décidé de tout couper. Les fonctions intelligentes de Smart Halo ne sont plus activées. Donc, on peut toujours s'en servir comme phare de vélo et comme système d'alarme. Mais ce que je comprends, c'est que ce n'est plus avec l'application, c'est avec de façon manuelle qu'on peut activer les fonctions. Et bien, pour ça, c'est pas pour ça qu'on a payé quand on a acheté le Smart Non, Halo. c'est On assez voulait la dommage. connectivité. Donc, c'est super triste. La bonne nouvelle, la bonne chose là-dedans, c'est qu'on a continué de communiquer avec les backers jusqu'à la fin. Beaucoup de projets Kickstarter disparaissent dans les nuages. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont eu l'honnêteté de communiquer avec les backers jusqu'au bout. Ce qui est triste, évidemment, je voyais un article du Journal de Montréal, je crois, qui commençait en disant ce succès québécois. Je trouve ça triste qu'on dit OK, c'est un succès parce qu'ils ont récolté de l'argent. Dans l'histoire, en bout de ligne, malheureusement, je ne trouve pas que c'est une histoire de succès. Il ne faut pas se rappeler de ça comme un succès, je crois, parce qu'on va oublier les leçons que c'est pas, il suffit pas de lever beaucoup d'argent, il faut avoir une entreprise durable, il faut bien gérer ses choses, il ne faut pas oublier les frais de production, il ne faut pas oublier les imprévus, il ne faut pas oublier les salaires, faut pas, il y a plein de détails comme ça dans une aventure de projets en financement sociaux. C'est pas le seul échec sur Kickstarter, le seul échec québécois Non, non plus, parce qu'il y a eu des écouteurs, à un moment non. donné, Fason, je pense, quelque chose comme ça. Il y a eu un paquet de Fazon, produits. Revols, qui ont été achetés, et ça, je trouve ça honteux, ils ont été achetés par Logitech. Ils n'ont jamais livré leurs écouteurs, alors que les gens avaient payé des sommes. Ils avaient élevé aussi, je crois, 2 millions, 2 millions et demi. Fazon sont disparus dans la brume. Je pense qu'ils ont récolté presque 4 millions. J'ai 4 millions en tête, je ne me souviens pas. Disparus dans la brume. Il me semble que quand tu as 4 millions, je ne sais pas ce qu'ils font, mais tu as moyen à un moment donné de t'excuser et d'envoyer des écouteurs qui valent maintenant 100 dollars à quelqu'un, puis au moins quelqu'un a une compensation, un Ouais. écouteur qui existe. C'est un peu... très dommage. Les risques ouais. des solutions participatives, surtout quand il y a une pandémie, ça affecte pas la chaîne de production pour tout le monde. Payer maintenant pour un produit de qualité peut-être intéressante, qu'on va peut-être recevoir un jour. Il y a beaucoup de. C'est ça, le En fait, financement social. on dépose ou en tout cas, on confie au consommateur le risque Oui. qui devrait appartenir à l'entreprise, au créateur. Effectivement, c'est un risque. Puis ce Kickstarter là-dessus prend 5 et s'en lave les mains. Et c'est ça que je trouve le plus triste et le plus décourageant, que les entreprises continuent d'utiliser Kickstarter pour tester le marché, tâter le terrain, des trucs comme ça. Un canal de marketing très utilisé encore. Je trouve que c'est pas sain comme milieu. À suivre cette histoire. Je te laisse, Pascal, présenter le segment d'actualité pendant que je vais chercher notre invité pour passer à la prochaine étape de notre balado. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Vous avez besoin d'un site web? Allez sur godaddy.ca. Vous allez voir comment c'est facile, c'est WYSIWYG, c'est professionnel, c'est sécurisé. Vous avez des belles options pour faire de la vente en ligne avec godaddy.ca. Jetez un coup d'œil, c'est notre gentil partenaire. WYSIWYG. S'il n'y a qu'une chose à retenir de cette journée, de cette balado, c'est ce mot-là qu'on n'utilise plus vraiment, mais qui en dit long. Je suis âgé, Alain. Que veux-tu? Je suis âgé. WYSIWYG. Quelque chose qui n'est pas WYSIWYG, je me demande en 2021. J'essaierai de figurer si c'est... Je comprends le point, mais ton commentaire me fait mal, Alain. Mais peut-être que le Bitcoin n'est pas... J'essaie de sortir une répartie. C'est cruel! Qu'est-ce qui n'est pas WYSIWYG en 2021? On attend vos commentaires, on prend vos appels, mesdames et messieurs. Oui! On va créer une conversation en ligne. Excellent. Parlant de technologie, mon Dieu, intelligente, je pense qu'on peut le dire comme ça. On a avec nous Maxime Caron-Labonté de Sinopé Technologies qui développe, on a déjà reçu Maxime d'ailleurs une tasse de tech, on essaie de figurer 1 an et demi, je vais dire. Je pense qu'on peut y aller avec le compromis. Ça fait 1 an et demi pour parler des appareils pour la maison connectés de Sinopé, l'entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu. Exact. Hey, je m'en rappelais.
Fait des appareils donc depuis quelques années et vient de lancer cet automne une plateforme connectée qui permet de faire un peu ce que fait Hydro-Québec avec ILO, mais sans avoir à faire affaire avec Hydro-Québec et ILO. Éco-Synopé. Maxime, salut! Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi-même? Yes, très bien, merci. Écoute, merci d'être avec nous, premièrement. Et deuxièmement, Éco-Synopé, là, je viens de très grossièrement le résumer, le comparer à ILO, mais Oui. qu'est-ce que c'est exactement de votre côté comme plateforme? EcoSynopé, en fait, c'est une plateforme qu'on a lancée, qui est un service au travers de notre plateforme de contrôle NaviWeb, qui permet de s'interfacer puis d'automatiser la réponse des appareils intelligents par rapport aux tarifs variables des fournisseurs d'électricité. Alors, il faut comprendre que Synopé, on est implanté dans plusieurs marchés au travers de l'Amérique du Nord. On travaille beaucoup avec des fournisseurs d'électricité. Et puis, il y a certains marchés où la tarification variable et dynamique est beaucoup plus établie. De là où la demande provient de consommer un petit peu plus en période de tarification faible, puis un petit peu moins en période de tarification élevée. On peut comprendre qu'une tarification élevée, ben, c'est souvent là, quand on se lève, on prend la douche, on fait à manger, on est à la maison. Puis, ça met une pression sur les réseaux énergétiques là, des fournisseurs d'électricité. Alors, EcoSynopé, qu'est-ce que ça fait en réalité? C'est la possibilité des usagers qui ont des appareils connectés Synopé de sélectionner un profil selon leur volonté à économiser. Alors, vraiment, Oh. la plus petite économie à la plus grande économie avec l'Intrépide, ou est-ce qu'on va être un petit peu plus agressif là, sur le comportement des appareils? Puis, ça l'automatise en réalité le, le, je ne veux pas dire la période de délestage, mais la période de préchauffe, la période en événement de pointe où on va consommer un petit peu moins. Puis ça ramène les appareils là, selon l'horaire suite à l'événement. Quand tu dis il y a des profils, c'est selon le risque thermique des gens, c'est à quel point ils sont prêts à peut-être Exactement. avoir Alors, plus ou moins chaud. Là. ben, c'est exactement ça. Ça se peut que, par exemple, là, dans une maison typique, on a des thermostats dans chacune des pièces. OK? Si on parle là, globalement au Québec, puis on est chauffé avec des plaintes électriques. Alors, peut-être que dans le sous-sol, on va être prêt à être un petit peu plus agressif sur le comportement des appareils en événement de pointe, mais peut-être un petit peu moins dans la cuisine puis dans la salle à manger. À l'inverse, peut-être que dans la chambre à coucher, le matin, si on est encore en train de dormir, on est peut-être prêt à être un petit peu plus agressif parce qu'on aime dormir à une température plus fraîche, mais on veut arriver, par exemple, au rez-de-chaussée dans la cuisine pour se faire à manger, puis là, être dans une température plus confortable. On parle de thermostat. Est-ce que c'est principalement l'appareil central Non, d'EcoSynopé? Est-ce qu'il y a d'autres accessoires? non, exactement. Là, EcoSynopé, en fait, contrôle l'ensemble des appareils de Synopé. Alors, on parle de thermostat pour plainte électrique, plancher chauffant, bas voltage, double pôle. Le système contrôle aussi des contrôleurs de charge de ce type-là qui peuvent en fait interagir sur le réservoir d'eau chaude. Il ne faut pas oublier que le réservoir d'eau chaude constitue quand même 20 de la facture d'électricité mensuelle. Alors, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ne pas permettre aux éléments du réservoir d'eau chaude de partir alors qu'on est en période de haut tarif, ben, peut avoir un énorme impact. Puis, dans le réservoir, de toute façon, il y a assez d'inertie, il y a assez d'eau chaude pour permettre la consommation conventionnelle et normale. Ah oui, donc L'autre le contrôleur chose de que je veux charge peut aussi. apporter, ben oui, Vas-y. puis, à l'inverse, admettons qu'on est en événement de pointe, puis qu'on participe, parce qu'il faut comprendre qu'on est récompensé pour les efforts commis quand même. Là. Les programmes de tarification récompensent à la fin du mois par rapport là, au profil qu'on a sélectionné, puis aux efforts qu'on a faits. En réalité, on est récompensé pour ces efforts-là. Par contre, on participe au programme jeudi soir à la maison, il fait moins 40 dehors, puis on reçoit des MSUP. Peut-être qu'on veut sortir certaines pièces rapidement du programme. Alors, on a juste soit par l'application ou soit avec une interaction physique sur l'appareil, on opt out. Alors, on se sort de cet événement précis-là par appareil. Alors, on peut laisser les autres pièces là, en événement. Puis, la prochaine fois, ça va revenir à la normale. Est-ce qu'il y a une estimation du genre d'économie qu'on peut avoir sur une facture d'électricité typique? Ben, écoute, l'année dernière, on a roulé le programme en bêta, puis on a eu un assez grand nombre de participants.
puis dont moi, j'ai fait partie naturellement. Puis en moyenne, Tu connais du monde, hein? Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça, exactement, j'étais plugué. En moyenne, les utilisateurs là, qui ont utilisé EcoSynopé ont sauvé 210 kWh du 1er décembre au 31 mars. Alors, ce qui représentait quand même des économies là, de 50 à 200 dollars sur la Mmh. facture. Wow, wow, Moi, personnellement, j'ai sauvé 150 dollars à la maison, là. OK. Rien quand fait. même. Et, Absolument rien fait. J'ai juste activé le profil selon les pièces. J'ai modifié mon profil selon les pièces. Et puis, ça s'est fait tout seul. Quand on parle de tolérance au risque, moi, bon, il y a l'aspect financier, combien ça coûte. Moi, la grande question, c'est tout le temps de combien de degrés ça va baisser. Parce que je parle à des gens, puis ils disent, là, je veux pas qu'il fasse 10 degrés dans ma cuisine. Pour passer d'un profil, mettons, aventurier à un profil plus frileux, c'est quoi, c'est un degré, un demi? On fonctionne par dixième de degré? C'est quoi Ouais, l'espèce de... on fonctionne par 0,5 degrés. OK. Et puis, c'est vraiment là. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié des fournisseurs d'électricité. C'est la première fois qu'une compagnie offre la possibilité à l'usager de sélectionner selon son profil. ah Alors, oui. puis ça varie là, de moins 1,5 jusqu'à moins 10 degrés. Mais en réalité, le Moins moins 10, 10, ça peut être oui, plus oui, mais on ne frisquet, là. l'atteint pas. On ne C'est ça. l'atteint pas. C'est vraiment pour dire, je veux éviter que ça reparte pendant l'événement, pendant C'est les ça. 3 heures, 4 C'est heures, ça. whatever. Mais en réalité, une pièce là, dans une maison normale ne va pas chuter de 10 degrés là, C'est ça. en quelques Mhm. heures, là. Exactement. Quand, pour arriver à ce genre d'économie-là sur une saison hivernale, est-ce que ça prend, tu sais, ce serait quoi, par exemple, le kit de départ d'une maison? Est-ce que ça prend un thermostat, 5 thermostats? Est-ce qu'il faut vraiment brancher toutes ces pièces ou on peut s'en sortir avec une trousse de base, disons, très raisonnable en termes de coût? Une trousse de base raisonnable. Comme j'expliquais tantôt, les appareils énergivores, juste ceux-là permettent, les empêcher de partir vont vraiment avoir un impact significatif sur la facture. Par la suite, dépendamment des technologies là, qu'on opte, Sinopé, on offre la technologie Zigbee qui est un petit peu plus l'écosystème complet, puis Mhm. Wi-Fi qui permet là, à l'usager d'y aller vraiment à la carte, d'acheter des Mhm. appareils là, selon dans le temps et Une selon les espèce d'écosystème manufacturiers qui aussi, là, ouais. désirent Mhm. encourager. Ben, les économies sont immédiates. Puis après ça, on rajoute des appareils graduellement et tranquillement, là. Mais oui, un écosystème de base, là, 2, 3 thermostats, contrôleurs de charge, bien installés, puis où est-ce qu'on participe au programme, normalement, on voit des économies substantielles. Tu disais tantôt, avant de commencer le balado, les appareils qui sont Wi-Fi dans votre gamme sont compatibles avec les écosystèmes Apple, Google, Amazon là, pour les espèces de plateformes Tout, connectées, là. en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de rendre les appareils qu'on développe compatibles sur le plus de plateformes possible. Pour, encore une fois, donner la possibilité à l'usager de sélectionner, je veux dire, de contrôler les appareils avec les plateformes qu'il utilise. OK? Mhm. Tout l'écosystème Zigbee est compatible Google puis Amazon Alexa, puis l'écosystème Wi-Fi en plus Apple HomeKit. OK. Donc, il Puis y a vraiment. on voit vraiment qu'il y a un grand intérêt. Je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas prêt à embarquer dans l'écosystème global de Sinopé, qui n'est pas prêt à faire son contrôleur, son éclairage, puis tout ça, va acheter un seul appareil, plancher chauffant, parce qu'il y a un plancher chauffant dans la maison et utilise déjà Apple HomeKit pour contrôler sa propriété. C'est Mhm. super parce qu'il va utiliser la même interface, là. Peu importe. J'ai essayé, mais j'ai combiné un truc, un thermostat et un contrôleur millivolt pour mon foyer au propane. Et je Oui. fais l'inverse. Tu Hmm. vois, Hydro-Québec a une expression, c'est écréter le pic, qui est une phrase. Écoute, c'est de la poésie. En gros, c'est ce qui veut dire, c'est Écrété. réduire. Pour eux, l'objectif comme distributeur, c'est de réduire la demande aux heures de pointe. Puis c'est un peu ce que votre Exact. système propose de faire. Au niveau consommateur, l'idée, c'est de compenser ailleurs. Fait qu'en combinant deux thermostats comme ça, deux sources énergétiques comme ça, on peut faire varier au bon moment. Et le contrôleur millivolt pour un foyer au gaz est assez étonnamment bien ficelé, fonctionne très bien. C'est une autre façon d'y arriver, effectivement. Est-ce qu'il y a du côté des. J'imagine qu'il y a aussi des contrôleurs d'éclairage. Je ne sais pas, j'imagine qu'il n'y a pas un bénéfice au niveau de l'énergie très grand là, mais vous avez aussi des appareils de ce côté-là. Oui, exactement. Alors, on a dans l'écosystème Zigbee, on a des Mhm. gradateurs conventionnels, interrupteurs conventionnels intelligents naturellement. Et puis, on lance là, dans les prochaines semaines un gradateur de phase adaptatif.
on se rend compte souvent, on va installer des lumières Odell, puis on utilise notre gradateur habituel, puis hop, tout d'un coup, il y a soit pas de plage de gradation, puis tout d'un coup, ça tombe à zéro, Oui. ou à un certain niveau, on a un petit flickering, un petit scintillement là, des LED. Oui. Alors, un gradateur de phase adaptatif vient lire le courant, adapter la plage de gradation pour finalement permettre de dimmer de 0 à 100 au pourcentage près. Alors, Ouais. on est vraiment capable d'amener la lumière là, à zéro. Là, je me posais la question jusqu'à tout récemment, est-ce que c'est mieux d'acheter des ampoules connectées directes ou y aller avec ou un gradateur ou un interrupteur connecté? Puis j'ai eu des ampoules l'IFX, je sais Ouais. pas comment ils le prononcent, des choses comme ça qui ont duré 1 an. Des ampoules qui coûtent 70 pièce. Oui. La réponse, c'est de trouver tout ça. Un interrupteur ou un gradateur a plus de m'apparaît plus durable et plus raisonnable comme achat pour Mais c'est contrôler, juste surtout pour que tu l'aspect contrôles. contrôle. Là. Exact. Puis c'est surtout que tu contrôles des circuits déjà existants dans une maison. Tu sais, on pense à des lumières halogènes, par exemple, dans un salon. Mais tu ne Mhm. vas pas nécessairement changer chacune des lumières. Je pense que Mhm. l'ampoule intelligente peut avoir sa place quand c'est une lumière de chevet, là, tu sais, Ah, ou pour des couleurs, des ambiances, des choses comme des ça. couleurs, des ambiances comme ça. Mais tu sais, une lumière de chevet, comme je disais, on peut très bien l'inclure dans l'écosystème avec un interrupteur mural intelligent. Ouais. Le sapin de Ah, Noël. le sapin de Ah Noël, oui, ben ça, je oui. le fais Moi, depuis je des le années, c'est branche, super je branche le pratique. sapin dedans, en Mhm. arrière, puis là, il est plus accessible, mais le sapin allume et éteint automatiquement selon les horaires que j'y ai dit. Puis Mhm. en plus, je suis capable de savoir la consommation énergétique de mon sapin à tous les jours. Est-ce que tu peux l'inclure? Tu peux l'inclure avec Éco-Synopé. Ouais, c'est ça, je vais délester mon sapin. Éco-synopie de Noël. Contrôleur de charge pour sapin. Exact. J'aurais une dernière question sur plus largement le concept de la maison connectée, parce que là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fabricants qui viennent de partout dans le monde qui se lancent dans ce créneau-là. Est-ce qu'il y a une demande au niveau consommateur? Est-ce que vraiment vous sentez que c'est un créneau qui est en pleine croissance ou si on tente de pousser un peu une solution qui n'est pas encore entièrement ou qui n'a pas entièrement convaincu les propriétaires de maison? Bon, pour répondre à ça, je pense que le marché est en pleine croissance. C'est certain que des technologies qui pouvaient paraître euh, hier encore inaccessibles le sont aujourd'hui. Mhm. Euh, Ce qu'on se rend compte, premièrement, c'est qu'il y a presque 45 des Québécois qui ont un appareil connecté à la maison. Puis la Mhm. plupart des gens disent que c'est pour améliorer leur confort. Alors, Oui. les générations d'aujourd'hui et de demain s'attendent à des appareils connectés, sont nés avec l'Internet, sont nés avec les téléphones intelligents. Puis je pense que là, maintenant, c'est vraiment axé sur les fonctionnalités qu'on est capable d'offrir. C'est beau de contrôler ces appareils à distance. C'est beau d'être capable de sortir son téléphone, mettre les lumières à on, mettre les lumières à off ou monter ou descendre la température de la pièce. Je pense qu'on s'en va beaucoup plus dans l'automatisation des systèmes, dans Mhm. l'automatisation des propriétés. Je veux arriver à la maison, une température de confort, avec un éclairage qui me convient. Puis quand je quitte, je suis certain que j'ai remis ma maison en mode absent. Je suis certain que tous Mhm. les interrupteurs que je ne voulais pas qu'ils soient allumés sont à off, puis j'en ai pas oublié. J'ai pas oublié quelque chose à quelque part. Fait que c'est vraiment nous, notre lecture du marché, et que les gens de demain s'attendent vraiment à avoir une maison qui répond à leurs besoins et qui va vraiment s'adapter selon leur style de vie. Mhm. Puis, bon, ben, ça se fait bien parce que ça se contrôle puis ça se programme extrêmement facilement comparé à parlons d'un thermostat, là, mais un thermostat programmable. Tu le programmes une fois, tu ne touches plus jamais, puis Mhm. il ne s'adapte pas à ton style de vie qui peut changer, là. Ouais. Je veux dire, C'est vraiment ce qu'on voit. comme adopteur pressé de plein d'affaires connectées à la maison, je te dirais, la prochaine affaire pour Sinopé et pour l'autre fabricant à l'autre bout de la chaîne, c'est de créer et ça, c'est très. On regarde en avant, là, un chargeur pour voiture électrique qui est combiné à l'écosystème Mhm. connecté. C'est la prochaine affaire pour les propriétaires de maison qui se mettent une. Tu sais, parce que ça, contrôler la charge sur une voiture aussi, ça va devenir un enjeu. Je sais que chez Hydro-Québec, on en parle beaucoup, là. Puis éventuellement, même les voitures vont carrément alimenter les voitures, les maisons, pardon. Donc, ça va être un Exactement. autre genre Exactement. d'enjeu. L'idée de prendre l'énergie de sa voiture en période de pointe, justement, si on a un petit party à la maison, Le on n'a pas, la V2G, voiture là. va rester dans la cour, on prend l'énergie de l'auto. C'est très évolutif, là, Exact. Exact. Je pense que définitivement. le marché s'en va là aussi, là. Le V2G, Vehicle to Grid, là, c'est de Ouais, Oui. réinjecter l'électricité Oui. du véhicule en période de pointe, justement, dans la maison. ça va être intéressant à suivre. Maxime Caron, Oui. la bonté de Sinopé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Merci messieurs. beaucoup. Merci. À la Passez une Merci, belle prochaine. fin de bye. À la journée. C'est prochaine. génial. Salut. Et puis, en finissant,
C'est les soldes du Black Friday qui commencent. C'est important de le dire. Ça sent le pitch de vente, ça. Oh, on aime ça, Maxime. Pas de la sortir. All right. Joyeuse fête. Fantastique. Bonne journée. Yes, salut. Il a fait de le dire, on allait l'échapper, celle-là. Mais c'est vrai que le Black Friday, mais c'est vendredi dans 8 jours, dans une semaine, finalement. Ben oui, si les gens peuvent économiser un peu avec l'achat de leurs produits, c'est génial. Moi, je retiens l'expression délester son sapin de Noël. Il me semble qu'il faut avoir le cœur froid et mort si tu délestes ton sapin de Noël. Les enfants, on est en période de pointe, on éteint le sapin. Il fait frais, on éteint le sapin. Noël en chandelle. Aïe, aïe, aïe. 10 degrés d'économie, plus le sapin coupé. Il faut être mort en dedans. C'est très drôle. Au moins un thermostat ou deux, tu sais, le sous-sol dont on ne se sert pas souvent, c'est une bonne place. Vous allez prendre votre douche à l'eau froide, les enfants. Mais on blague, on caricature. On blague, ce n'est pas ça. On exagère, on rigole. Ce n'est pas ça. Des petites baisses d'énergie dans des pièces inutilisées, ça peut faire une grosse différence. Je le disais tantôt un peu à la blague, et c'est une autre expression à retenir. Il faut écréter le pic, c'est ce que Hydro-Québec va vous dire tout le temps. Il faut, en heure de pointe, le matin avant de partir au bureau et à l'heure du souper, c'est là où la consommation est forte, c'est là où on peut faire des gains collectivement. Et c'est aussi, de façon générale, à des moments où on peut moins consommer sur des gros appareils. Quand on ne prend pas notre douche, c'est pas l'heure de la douche, on peut probablement justement être plus relax sur le réservoir. L'eau, un réservoir à eau chaude au Québec, là, comme ils sont bien isolés, on peut ne pas l'alimenter pendant plusieurs heures. La température va baisser d'1 ou 2 degrés. De toute façon, je pense que 95% des gens, quand ils prennent leur douche, ils ajoutent de l'eau froide. Ils ajoutent de l'eau froide à leur eau chaude. Donc, tu mets un petit peu moins d'eau froide à ton eau chaude, puis ta douche va être de la même température. Tous ces gens qui ont profité de la COVID pour, et de l'argent qui venait avec pour s'acheter un chalet peuvent avoir un contrôleur de charge au chalet qui va justement sauver encore plus des... Là, tu vas avoir des belles économies. Exact. Cool. Merci. Merci à Maxime. Merci Pascal. On va passer à nos essais de la semaine. Oui. Sortir ton appareil pendant que je rappelle à nos Écoute, il est ici, le mien, si tu veux. Oui, je vais juste passer mon petit préambule. Qu'est-ce que j'allais dire? Une tasse de tech peut être visionnée et écoutée en rattrapage. Vous le savez, on a une page Facebook, facebook.com/une tasse de tech. Nous sommes aussi sur les plateformes audio, Apple, Google, Spotify, Pocket Cast, Podcast République, Banana Sunshine, Podcast. Il y en existe tellement, c'est fou. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous pouvez évidemment aussi aller sur les pages Facebook de nos partenaires de C23 qui sont les stations du groupe Cogeco. Ça inclut le 98.5 à Montréal, FM 93 à Québec. Lâchez-vous lousse là-dessus. Et sinon, ne bougez pas parce que Pascal, ça a l'air le fun ce que tu as, ça m'intrigue. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Un moniteur portatif, un moniteur d'appoint. Un moniteur je ne vais pas dire de portable. poche, mais qui est quand même portable. Non, c'est un vrai moniteur d'ordinateur qui est portable et qui est alimenté par USB-C. Je le montre en ce moment, c'est un moniteur de 16 pouces de diagonale. C'est un moniteur qui est beaucoup plus gros que la plupart des laptops. Il est pourtant très mince, très léger. On parle de quoi? À peu près 1 cm à sa partie la plus épaisse, mais ça contient tout le dispositif pour alimenter son moniteur. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a un petit dispositif de trépied qui se déploie un peu comme les tablettes Surface de Microsoft à l'endos. Et on peut, avec l'étui qui sert à protéger l'écran, une espèce de petit protecteur en vinyle, il a des petites coches dedans qui permet de bien le positionner sans que ça glisse sur sa table, son espace de travail. Pourquoi un moniteur portable alimenté par USB? Je ne sais pas si avec la pandémie, tu t'es mis à travailler plus souvent qu'avant à la maison. Beaucoup de gens, c'est le cas. Et quand on travaille à la maison, c'est le fun d'avoir 2 moniteurs. Quand on fait un appel Zoom, on peut avoir sa conférence d'un côté, sa productivité de l'autre. On peut doubler l'espace de travail facilement. On peut avoir ses notifications, son message Teams d'un côté, son travail de l'autre. Mais là, si on veut avoir un deuxième moniteur dans un café, il faut trouver une prise d'alimentation. Il faut transporter un moniteur qui n'est souvent pas conçu pour être transformé avec une base assez costaude. Avec un moniteur portable très mince avec un trépied intégré, on peut le transporter facilement. Ça prend quoi? Tu
c'est pas léger, honnêtement. Ça pourrait être un petit peu plus léger. J'ai donné mon sac à quelqu'un qui a fait voyons, ton sac est c'est quand même, mais c'est une livre et demie, là. C'est pas Ah, 4 il y a un kilos. trois Là. quarts C'est de pas... portable, ouais, c'est ça. Il y a un trois quarts de portable. C'est presque un portable de plus dans son sac si on a un petit portable. Mais il y a beaucoup de gens qui ont encore des portables qui pèsent 5-6 livres. Là. Donc, c'est moins qu'un portable. Un écran de 16 pouces de diagonale. Et ce qu'on peut faire, et je vais essayer de faire la démo, ceux qui ne nous voient pas sur YouTube vont manquer ça, mais grosso modo, je peux même l'utiliser avec mon téléphone si je veux. Pour Beaucoup un de moniteur téléphones externe. sont compatibles. Ah oui. Donc, simplement en le branchant par le port USB, le moniteur va s'activer et voilà, je vois l'écran de mon téléphone dans mon moniteur. La magie de l'USB-C, en fait. C'est ça, La magie de l'USB-C. Et quand tu parles de magie de l'USB-C, on va parler de la magie de l'USB-C pour vrai. Tous les câbles USB et toutes les prises USB ne se valent pas. C'est ce que j'ai découvert parce qu'évidemment, quand on découvre qu'on n'a pas besoin d'alimentation externe, ça va être l'alimentation de son téléphone qui va être utilisée, évidemment. Ça va être l'alimentation de son laptop qui va être utilisée pour alimenter le moniteur. Il y a une gestion d'énergie intelligente. Si c'est avec un téléphone, si le moniteur détecte qu'il est branché à un téléphone, la luminosité va être diminuée pour diminuer la consommation d'énergie. Si on le branche dans un laptop, la luminosité peut être montée à un niveau plus élevé. Il faut trouver, d'abord, là, utiliser le câble qui est inclus. Moi, d'habitude, je ne prends jamais les câbles inclus, je prends les câbles que j'ai déjà. Je me suis rendu compte que les câbles ne permettaient pas de transmettre l'image avec le bon débit. Donc, ça prend des câbles USB qui sont conçus pour la vidéo HD 4K, 60 images par seconde. Prenez le câble USB le plus costaud que vous pouvez trouver sur Internet et priez pour que ça fonctionne. Et évidemment qu'il faut que votre prise USB sur votre ordinateur, votre laptop, soit compatible avec la transmission d'image. Ce n'est pas un problème du moniteur. Le moniteur fonctionne merveilleusement bien, mais il faut avoir une bonne source, il faut avoir le bon câble pour l'utiliser. L'autre chose qui est fantastique, c'est que le moniteur est tactile. Et il est mais ça, c'est offert un gros plus, ça. Ah oui, c'est un une surprise que tu énorme gardes à la plus. fin, mais c'est majeur, là. Mais non, je te le dis, je tripe solide. C'est portable, on l'emmène dans son sac et c'est même offert avec un stylet inclus. Oh, wow! Donc, on peut s'en servir comme une tablette tactile, comme une surface pour dessiner. Évidemment, les infographistes vont dire que ce n'est peut-être pas la précision suffisante pour un usage vraiment professionnel, mais si on veut simplement griffonner, on fait une présentation PowerPoint, souvent j'en fais, on peut dessiner des PDF, on peut gribouiller sur son écran. 10 points de contrôle tactile, donc on n'a même pas besoin du stylet si on le désire. Ça va permettre d'agrandir ses dessins, d'agrandir ses choses, de manipuler ses photos très rapidement. Disons, on veut voir des photos qu'on a prises avec son téléphone, on peut les regarder sur un écran plus gros. Si on est dans un café, on peut déployer le deuxième écran. Ce n'est pas seulement pour nous, parce que ça se peut que ça prenne beaucoup de place, mais disons, on est avec un client et qu'on veut lui faire une présentation. On peut tout simplement avoir, au lieu d'être côte à côte, on peut respecter un peu plus la distanciation, montrer l'écran secondaire au client et nous regarder notre écran et on peut à ce moment-là lui faire une présentation et chacun a son écran devant lui, un écran complet et puis il peut même interagir avec l'écran de façon tactile. Ouais. C'est un super beau produit. Je tripe vraiment. C'est quoi le prix de ce superbe appareil? Est-ce que c'est le prix d'un laptop, ça aussi? C'est pas le prix d'un laptop. J'ai vu que c'était autour de 380 $, peut-être qu'avec le Black Friday. C'est un outil de productivité. C'est sûr qu'on peut acheter un moniteur 24 pouces HD très standard. C'est un moniteur plein HD d'ailleurs. Il faut le spécifier. Ce n'est pas une résolution un peu douteuse. 380 $, très bien conçu. Il y a 2 prises USB si jamais on veut. Écoute, il n'y a pas 2 prises USB dans certains laptops. 2 prises USB-C, ça permet d'alimenter le laptop qui va alimenter notre appareil. Donc, si on n'a qu'un port USB avec son laptop, on peut brancher et ça va servir à alimenter son laptop pour ne pas que ça draine inutilement la pile si on a accès à une prise de courant. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Le seul petit bémol, c'est que la fonction tactile ne semble pas fonctionner avec les téléphones Android. Ce n'est pas un gros problème parce qu'on a l'écran du téléphone qui est tactile, mais ça aurait pu être le fun de contrôler, de pouvoir mettre son téléphone de côté et manipuler avec l'écran tactile ou dessiner dans l'écran de son téléphone avec le stylet, mais un gros écran, ça aurait pu permettre de prendre des notes. Donc, les gens très, très geeks peuvent brancher leur Android, jumeler une souris Bluetooth et avoir l'équivalent d'un poste de travail mobile sans avoir un poste de travail, finalement. Exactement. Je te dis, je trouve ça assez magique. Assurez-vous d'avoir un bon câble USB-C ou d'utiliser celui qui est offert. Il y en a 3 qui sont offerts. Il y a aussi même une sortie une entrée micro HDMI. Donc, si vous voulez, vous pouvez carrément passer de HD, c'est ça, vous en servir comme
moniteur pour une console de jeu, quelque chose comme ça, il suffit d'avoir un fil HDMI à micro HDMI et vous êtes en voiture pour vous en servir comme moniteur pour une petite console de jeu. Je ne sais pas cependant si ça va être alimenté par la console de jeu. Mais vous pouvez vous en servir avec le... Donc, de l'écran ViewSonic, c'est quoi le numéro de modèle? C'est TD 1655 de ViewSonic. Bel appareil. Il y en a différents modèles. Il y a beaucoup de moniteurs comme ça, alimentés par USB. Je vous suggère USB-C pour la qualité des données puis la compatibilité avec les nouveaux modèles d'ordinateur. Mais c'est une belle bébite. Puis il y a des plus petits moniteurs qui coûtent un petit peu moins cher. Moi, j'ai vraiment la Cadillac. J'avais acheté sur Indiegogo. En fait, j'ai été chanceux, ça avait marché. Une compagnie qui s'appelait Mobile Pixel qui avait un écran comme ça qui s'aimantait. C'était un glissière qui s'aimantait derrière le moniteur d'un portable qui faisait un travail. Je l'ai aussi près de moi. Il est un peu plus petit, un peu moins coûteux, je trouve. Il y a une espèce de dispositif qui permet, comme tu le dis, de le coller à l'endos et qui va coulisser. Donc, au lieu de le détacher, il va coulisser de ton laptop. Exact. L'inconvénient, je trouvais que ça faisait un peu branlant. C'était pas super stable. C'était lourd, puis l'affichage, la résolution n'était pas au niveau que j'aurais souhaité. C'est ça. Leurs nouveaux modèles se sont améliorés, mais j'ai trouvé que d'emblée, par rapport à ViewSonic, qui fait très, très professionnel, qui est très bien conçu, quand je te dis que le trépied ressemble à celui des tablettes Surface de Microsoft, c'est un compliment. C'est vraiment de la belle mécanique. Celui du display qui se déploie derrière. Il faut en plus le coller au dos d'un laptop. Quand on va changer de laptop, on va devoir décoller, puis ce ne sera pas très propre. C'est pas idéal, effectivement. L'idéal. Merci, Pascal. De mon côté, j'ai essayé des bidules et je les essaie encore parce qu'évidemment, qui vont être très populaires d'ici Noël, sans aucun doute. 3 nouveaux produits, puis c'est un marché que j'arrive pas à être... ça me flabbergaste, comme on dit en mon français, à quel point il y a une demande pour ça. Donc, les nouveaux AirPods d'Apple, appelons-les les AirPods 3, que j'ai essayé conjointement avec les Galaxy Buds 2 de Samsung et les EcoBuds d'Amazon. Donc, les grosses marques d'appareils électroniques, en même temps, ont des produits qui sont tous les 3 à leur façon intéressants et qui ont, évidemment, tous les 3 à leur façon des avantages et des inconvénients, évidemment, mais ils ont surtout un point en commun, c'est qu'ils coûtent un prix faramineux. Donc, j'imagine que vous allez vouloir faire le bon choix et pour ça, je vais vous aider parce que je les ai ici, les 3. Les AirPods, les Galaxy Buds 2 et les EcoBuds, qui sont tous les 3 à un prix détail qui démarre dans le cas des EcoBuds de 155 $, 190 pour les Buds 2 et 240 pour les AirPods 3. Je vais commencer par parler des AirPods, qui sont évidemment le modèle phare dans ce créneau-là. On le sait, très populaire, très en demande. Nouveau format un peu plus discret par rapport aux AirPods précédents, s'inspire des AirPods Pro, surtout au niveau la petite patte là, qui inclut le micro, entre autres, et qui inclut aussi la commande tactile. On a revu la qualité sonore des écouteurs qui sont intégrés. Le son sur ces AirPods-là est plus puissant et ça paraît par rapport aux autres AirPods précédents. Il y a vraiment une différence. On l'entend, la richesse du son est aussi améliorée. Et je parle de richesse, les bases sont plus profondes. Le spectre sonore semble améliorer. Là. Il y a vraiment une qualité sonore relevée. C'est vraiment, on l'entend, là, même par rapport aux AirPods Pro, malgré l'absence d'insonorisation, c'est meilleur. Apple introduit aussi le son spatial dans ces nouveaux écouteurs-là, ce qui est un gadget. Si on les jumelle avec un produit Apple, comme un iPhone, par exemple, on peut, dans les réglages sur l'appareil, sur le téléphone ensuite, fixer un point à partir duquel l'espace sonore est établi. Donc, si on regarde son téléphone et qu'on le fixe là et qu'on se tourne comme ça, le son, la stéréophonie s'ajuste pour être toujours dans la direction du téléphone. C'est intéressant, ça prend une source sonore compatible. Là, tu es jumelé à tes écouteurs quand tu parles, fait que je ne t'entends plus. Je n'ai pas connecté, c'est parce que pendant que tu parlais, j'ai mis les EcoBuds 2. Donc, je les ai enfilés, mais j'ai simplement désactivé mon micro. C'est pas parce que j'étais branché aux écouteurs, c'est que j'ai désactivé parce que j'étais en train de jouer avec le. Ah, il y avait du bruit, voilà. Bon, ben voilà. Désolé. Pas de problème. Pour continuer sur les AirPods, donc, son spatial, c'est un gadget. Ça prend des musiques, des sources sonores compatibles. Il n'y en a pas des tonnes. Apple en propose quelques-unes sur sa plateforme Apple Music qui sont correctes. Je veux dire, mais je ne vois pas ça comme une transformation, autant que Apple a récemment introduit l'audio sans perte, ce que fait Spotify aussi, là, qui, à mon avis, est un gros plus par rapport à ça. 6 heures, jusqu'à 6 heures d'autonomie en utilisation telle quelle les AirPods. 30 heures avec l'étui qui offre donc 3 recharges de plus. Mais je ne dis pas 3, c'est 4. Mon Dieu, c'est beaucoup. Donc, 30 heures au total. C'est dans un monde idéal. C'est un petit peu moins que ça dans la vraie vie.
Ils ont deux choses par rapport au nouveau format. Vous le voyez, ils sont un petit peu plus courts, là, ceux qui nous regardent. Il y a Oui, deux c'est choses. drôle. Je trouvais on dirait qu'il leur manquait un petit bout. Ben, ils sont très courts, n'est-ce pas? Et les anciens AirPods, c'était une surface lisse tactile. On tapotait dessus et ça permettait de faire 2-3 commandes, jouer, arrêter de jouer de la musique, des choses comme ça. Là, on a intégré l'espèce d'interface à pression des AirPods Pro, c'est-à-dire qu'on pince la patte de l'écouteur et ça fait un déclic, clic, 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 clic. Et l'endroit où on l'a situé, malheureusement, est collé sur sa joue quand on porte l'écouteur, mais c'est un petit peu plus haut pour la joue, mais sur la mâchoire, alors que sur les AirPods Pro sont comme à l'avant. C'est beaucoup plus naturel à utiliser sur les pros que sur ces nouveaux appareils-là. Donc, ça, c'est vraiment un point où Apple aurait pu mieux faire. Donc, le contrôle tactile est un petit peu pas la fin du monde. C'est vraiment, vraiment mieux que ce que la plupart des écouteurs proposent. Là, taper sur son oreille, ça marche vraiment. C'est rare que c'est aussi précis que de pincer cette bidule-là. Mais là, on aurait pu le mettre un petit peu plus vers l'avant, ça aurait été un peu mieux. Bon, évidemment, vu le format, il n'y a pas d'insonorisation active, il n'y a pas d'insonorisation passive, donc les gens vont facilement dire « Ouais, mais j'entends tout, il y a beaucoup de sons qui rentrent. » Puis c'est normal, c'est voulu et c'est volontaire, parce que quand on porte des écouteurs comme ça dans la rue, là, je le mets dans la mauvaise oreille, c'est un peu bizarre, quand on ne veut pas non plus être complètement isolé de ce qui se passe autour. Donc ça, c'est un genre... Il y a des gens qui achètent ça, il y a des gens qui n'achèteront pas ça. Pour cette fonction d'insonorisation-là, qui n'est pas là dans ce cas-ci, mais ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Et il faut en tenir compte. Évidemment, comme le son est plus puissant, le bruit ambiant enterre moins la musique, donc on l'écoute. C'est plus naturel de les écouter, même quand on se promène dans le... Ça, c'est un truc. Malheureusement, ils ont une forme qui fait qu'ils tombent très facilement. Si vous bougez trop, ils vont tomber. Et si vous les portez longtemps, ils finissent par sortir et par tomber aussi. Donc, le format n'est pas celui des AirPods originaux qui m'apparaissait un petit peu plus, qui tenait un peu plus solidement, disons. Évidemment, c'est loin aussi des AirPods Pro qui ont un petit embout en silicone qui s'enfonce dans le conduit auditif et qui offre une prise dans l'oreille qui est vraiment la meilleure, en fait. Mais ça, c'est un problème. Et l'autre détail, c'est plus gadget, mais il y a peut-être des gens qui utilisent ça, c'est qu'on ne peut pas les appuyer sur son iPhone et les charger à partir d'un iPhone, comme plusieurs fabricants proposent avec leur gamme d'appareils. La recharge Pas de recharge inversée, par induction? Pas de recharge inversée, voyons non, donc. exact, qui est un truc qui aurait été le fun d'avoir. Surtout avec tous les écosystèmes de gadgets MagSafe, entre autres, qu'Apple propose, on a pu penser à ça. Probablement qu'une version plus tard où les AirPods Pro vont peut-être l'offrir, on ne l'a pas ici. L'autre deuxième contender, deuxième comment on dit en français, les mots m'échappent, le deuxième candidat d'écouteurs de l'année sont les Galaxy Buds 2 qui... moi, je suis un peu mêlé dans les produits Buds de Samsung. Il y a beaucoup de Galaxy Buds. Il y a beaucoup de modèles. Pro, il y a les Buds Live et là, il y a les Buds 2 qui sont les plus récents, qui ont un format plus traditionnel que les AirPods. C'est vraiment une espèce de grosse fève sur laquelle il y a un embout à silicone. Donc, c'est vraiment une insonorisation passive. Il y a un format quand même relativement compact qui tient bien à l'oreille, qui ne dépasse pas trop là, de l'oreille, donc qui est quand même assez discret. Il y a un choix de couleurs intéressant. C'est banal, mais il y a des gens que ça va intéresser. Ma plus jeune fille adore la couleur lilas du modèle que j'ai essayé. Oh, lilas! Lilas, c'est pas n'importe quoi. Une espèce de bleu mauve? Un mauve pâle, oui, à peu près. Et évidemment, comme il y a une insonorisation passive, il y a aussi de l'insonorisation active pour compléter et faire quelque chose d'un peu plus isolant que des AirPods. Et quand même les Galaxy Live. Les Galaxy Live, tu te rappelles, c'est ceux qui avaient l'air d'un gros haricot noir là, qui était. Oui, écoute, c'est très drôle. Je suis content que tu les montres parce que les Galaxy Live, je les ai dans ma poche en ce moment. Ce sont mes écouteurs du moment. Et pourquoi? Parce que j'ai les canaux auditifs irrités à force de porter des écouteurs souvent. Voilà, tu fais du sport et ainsi de suite. Et je trouve que les petites fèves, là, c'est seulement une petite fève, le modèle Live. Il n'y a pas rien qui entre dans l'oreille. On appuie dans son oreille le modèle. Et sais-tu ce que j'ai découvert récemment? J'ai découvert que je n'avais pas installé l'application Galaxy Buds qui contrôle les produits. Et je n'avais pas activé Galaxy Wear, c'est ça. Je n'avais pas activé l'annulation de bruit active des petites fèves. Et c'est pas parfait parce qu'évidemment, l'oreille n'étant pas bouchée, ça va simplement modifier. Et j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai activé l'annulation de bruit et j'ai fait « Wow! OK, d'accord. »
Vraiment une belle option si vous n'aimez pas avoir quelque chose dans votre canal auditif. Les Buds Live qui Ouais. n'ont pas de petits embouts en silicone, je les aime beaucoup, beaucoup. Dans le cas de tous les appareils Samsung, tous les écouteurs Samsung, ça fonctionne très bien et en fait mieux avec l'application Galaxy Wear, qui est Oui, malheureusement oui, réservée tout à à la fait. plateforme Android, on s'entend, donc il y a vraiment une volonté d'écosystème là. Oui. Donc, pas de compatibilité avec l'iPhone pour quelqu'un qui dirait moi j'aime l'iPhone, mais je veux des écouteurs d'une autre marque. Bon, ben ceux-là sont. C'est du Bluetooth, ça se jumelle, mais on n'a pas les réglages plus avancés L'inverse sur est ces aussi appareils-là. vrai. Ça L'inverse vaut est dans tous aussi les vrai. Moi, cas, une très grave exactement. erreur, si on peut utiliser des AirPods avec un téléphone Android, mais on n'aura aucun des avantages magiques de la Exact. synergie. Et dernier détail à propos des Buds 2, ils ne sont pas étanches. Il n'y a pas de norme IPX, que ce soit 4 ou peu importe, qui permettrait de dire ben, je vais suivre comme en gros entraînement, là, endurance, tout ça. On peut le Oui. faire. Probablement que ce ne sera pas un problème, mais ce n'est pas certifié. C'est pas certifié. Généralement, les gens qui ne certifient pas vont dire ben, c'est juste parce que ça coûte des sous pour rien. Là. Vous savez, des écouteurs, on s'en sert dans le sport, c'est sûr, mais on n'a pas payé pour l'avoir le saut La d'approbation. stratégie OnePlus, on jette le C'est ce téléphone qu'on dans un dit. bac d'eau et on dit ça fonctionne. Et voilà. 5 heures d'autonomie sur les Buds 2 jusqu'à 18 heures avec l'étui, qui est assez compact. J'aime bien le format. Donc, ce n'est pas un mauvais choix. Et le troisième de mes 3 essais de la semaine sont les EcoBuds. On les appelle les EcoBuds et c'est les premiers EcoBuds au Canada, mais c'est la deuxième Oui. génération en général de ces appareils qui, essentiellement, comme c'est la deuxième génération, corrige beaucoup des lacunes de la première que nous, on n'a pas vues. Donc, on ne sait pas ça, mais c'est quand même un bel effort d'Amazon parce qu'ils sont vraiment meilleurs que ce qu'aurait été leur première génération de produits. Entre autres choses, l'insonorisation active dans les écouteurs-là a été faite, réalisée en partenariat avec Bose. Alors, quand vous dites, ouais, mais Amazon, ils n'ont aucun background dans l'audio, ben, ils sont allés chercher Bose qui, eux, en ont un assez solide, merci. Donc, ça permet de dire qu'effectivement, ils s'en tirent plutôt bien à ce niveau-là. D'ailleurs, l'insonorisation est très efficace. Le son est tellement puissant, le volume sonore est adéquat. Vous aurez compris que la commande vocale Alexa est intégrée parce que c'est ce qu'Amazon cherche à faire. Hein. Amazon ne vend pas de téléphone cellulaire, mais veulent quand même que l'écosystème Alexa soit disponible en mobile et donc les écouteurs Bluetooth sont leur option. Quand on dit commande vocale, nécessairement, on pense que ça passe par des micros. Malheureusement, les micros ne sont pas super efficaces au quotidien, dans votre bureau, dans votre salon. Si vous êtes tout seul et il n'y a pas de bruit, ça marche. Mais dès qu'il y a un petit peu un bruit de fond, le micro en perd des bouts et la commande vocale devient erratique. Et ça, c'est un peu embêtant. J'en profite pour glisser ça. Amazon Canada va être content. Alexa a maintenant une nouvelle voix masculine. Et là, j'ai lancé à la Oui. blague moi, je suis sûr que c'est Pascal qui l'a fait et qui a été synthétisé ensuite. Donc, une voix qui remplace la voix féminine d'Alexa pour ceux qui s'intéressent et qui peut vous faire vous rappeler la présence de Pascal Forget. C'est un 2 pour 1. C'est quasiment flatteur parce que moi, j'ai changé la voix. Je ne sais pas si tu as remarqué dans le communiqué, j'ai peut-être lu trop vite, mais on ne disait pas que c'était une voix masculine. Je pensais qu'elle avait changé de voix simplement parce qu'il y avait, je ne sais pas, un nouveau protocole, une nouvelle, des Oui, ils disent pas fins grand-chose sur ajustements. la nature de la On voix disait pas. Et dans là, la présence. la voix passe d'Alexa. Bonjour, je suis Alexa. Ah, bonjour, je suis Alexa. Là, je suis, wow, OK, c'est une voix plus masculine, disons. C'est une voix On ne va pas francophone tomber dans le internationale parce genrisme. que ce serait salut, je suis Alexa, si ça avait été une C'est province ça. québécoise, mais on n'a Elle pas est ça. très. C'est correct. Et puis, elle est bilingue. On peut maintenant lui parler en bilingual si on veut pour Exact. Elle les comprend les deux foyers langues. où Exactement. on 5 travaille heures chez Air d'autonomie Canada, encore par là. exemple. Ben oui, 15 heures d'autonomie avec l'étui pour les pour les EcoBuds. L'avantage, qui est aussi l'inconvénient des EcoBuds, c'est qu'ils coûtent pas cher, 155 Oui. donc ils s'avèrent très attrayants. Et en plus, et c'est là un petit peu l'espèce de bémol, c'est que Amazon a tendance à souvent faire des ventes de liquidation, surtout pendant le vendredi fou, il va en avoir, c'est sûr, où ces appareils-là deviennent moins chers, mais on ne sait jamais vraiment d'avance quand. Fait qu'il faut attendre, si vraiment vous considérez ces appareils-là qui sont excellents et qui font une alternative aux produits plus génériques, c'est pas un mauvais choix, mais attendez de les trouver en rabais, comme ça vous ne serez pas déçus si à un moment donné vous dites ben, finalement j'ai acheté pour Alexa puis je ne m'en sers même pas, donc vous ne serez pas déçus si vous avez payé un prix moins élevé que le prix de détail suggéré. Mais dans tous les cas, je déteste pas, je préfère interagir avec Alexa qu'avec Google, vocalement parlant. Parce que je trouve qu'elle comprend mieux, puis tout ça. Sur ces écouteurs-là, à cause du bruit de fond, j'ai trouvé ça moins intéressant comme résultat. Et j'essayais de figurer, parce que les Pixel Buds existent encore, même s'ils datent de l'année passée. Et l'expérience est correcte, mais on n'est pas encore au point, on n'est pas encore tout à fait là, je trouve. Moi, je reviens toujours, et je ne fais pas exprès, mais je reviens toujours aux AirPods maintenant, parce que, et je vais dire même les AirPods Pro, malgré qu'ils coûtent très cher, à cause de l'interface tactile.
qui permet, et c'est vraiment pas le détail sur lequel personne voudrait qu'on insiste quand on parle de ces appareils-là, mais c'est le meilleur moyen de contrôler la lecture musicale, la prise d'appel, ces choses-là. Pincer l'espèce de petit pied là, fait toute la différence parce qu'on le sait et ça réagit comme il faut à ce qu'on veut faire. Quand on appuie une fois, deux fois, trois fois, on ne sait jamais à quel point c'est bien compris par l'écouteur et le résultat n'est pas toujours ce qu'on souhaite. Donc, à ce point de vue-là, je dirais, si vous cherchez quelque chose et que vous aimez contrôler, regardez du côté d'Apple, ça vaut la peine, même si c'est un peu plus cher. Sinon, honnêtement, les Et que vous avez un iPhone. Parce que honnêtement, je vais me permettre de lever le drapeau que si tu es du côté Android et que tu as un téléphone qui est connecté, tu es mieux d'aller du côté des buds de Google ou encore, comme tu le dis, les EcoBuds sont en rabais, parfois à moitié prix. Là, je pense qu'ils vont des fois à 89 $. À 89 $, tu as des bons écouteurs. Et je vais me permettre tout de suite de faire, disons, des petites gaines de caoutchouc, des petites claques qu'on peut mettre par-dessus pour raffiner l'ajustement. Et l'ajustement des écouteurs, c'est fondamental pour avoir une bonne qualité sonore. Exact. Donc, je trouve ça très chouette, ces petits caoutchoucs-là qui sont dans l'emballage, qui permettent d'avoir en plus des petits embouts moyens, petits et grands. Ça vaut la peine d'expérimenter. Parfois, les oreilles ne sont pas de la même taille. Et essayer les petits caoutchoucs. Plus souvent que vous pensez, vos oreilles et vos conduits auditifs ne seront pas de la même dimension. Je voulais ajouter à ça parce que c'est la partie de la conclusion que j'allais oublier de dire. Il y a la compagnie Palm, ceux qui se rappellent des bons vieux Palm OS, de retour et pour se faire connaître, elle lance des écouteurs très abordables, moins de 100 $, qui sont comparables aux écouteurs Buds ou de Samsung ou d'Amazon. Et ils commencent à être mis en marché ces jours-ci. J'espérais le recevoir à temps pour en parler, mais je ne les ai pas. Et je pense que c'était l'alternative intéressante parce que dans les marques qui ne sont pas les marques de fabricants de téléphones, il existe 300 millions d'autres produits de qualité tout à fait inégale et c'est dur de savoir. Mais celle-là semblait aussi intéressante dans la catégorie. J'en ai pas aussi de téléphone à offrir en même temps. Là. Malheureusement, je ne les ai pas eus, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais peut-être un jour, on va les revoir et on pourra à ce moment-là revenir sur le sujet. Surtout que Palm est une marque qui était bien appréciée à une autre époque dans la mobilité. Tu sais, qui se sont pivotés vers les petits téléphones. J'ai le modèle de leur téléphone Palm qui est minuscule, qui est vraiment plus petit que la paume de ma main, qui est avec un petit écran. C'est fait pour minimiser l'usage de son téléphone. L'écran est tellement petit qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser pour regarder des photos. C'est pas très agréable, c'est trop petit, mais c'est parfaitement fonctionnel comme téléphone Android. Il y a aussi, écoute, les écouteurs Nothing. Il y a OnePlus qui fait des très bons écouteurs. Donc, il y a beaucoup. Je pense que ça coûte pas cher faire des écouteurs, mais évidemment, la question sonore, la qualité sonore va dépendre beaucoup du profil sonore choisi, l'annulation de bruit, des caractéristiques ajoutées. Donc, ça devient délicat. Il y a beaucoup de petits détails. La chaîne est longue et plus longue qu'on pense pour avoir un bon son, effectivement. Il faut surtout, pour que ça fonctionne bien, qu'il soit bien adapté à nos oreilles. Donc, c'est pas le même écouteur. Ça, c'est un truc que les fabricants n'en parlent jamais, mais ça arrive plus souvent qu'on pense. Oui. C'est ça qui fait la plus grande cause d'insatisfaction, je crois. Tu n'as pas du bon son parce que l'écouteur n'est pas adapté à tes oreilles. Puis dès que l'ajustement, dès que tu as trouvé le bon embout, oh mon Dieu, ça fait une différence formidable dans la qualité de la musique que tu écoutes. Voilà. Et ça fait le tour des écouteurs Bluetooth cette semaine. Merci Pascal pour ces judicieux conseils. Merci pour ta présence encore cette semaine. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'est la fin pour une tasse de tech pour cette semaine. On va revenir pour une autre émission bientôt. Je veux dire la semaine prochaine peut-être. Je vais y penser. Il faut nous faire notre spécial idée cadeau. Je pense qu'il faut le faire plus tôt que tard parce que Noël cette année va être compliqué pour bien des raisons. On remercie nos commanditaires, Pascal, pour cette semaine encore. TELUS qui fait du sans-fil, Santec qui fait de l'innovation technologique, Jura qui fait du bon café et GoDaddy qui fait des sites web. Merci à tous. Merci Pascal d'avoir été, je pense que je l'avais dit déjà, mais je te remercie doublement. C'est toujours apprécié. On vous souhaite une bonne fin de semaine, tout le monde. Une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine ou la suivante. Sait-on jamais, suspense. Pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Amuse-toi.